Mon gendre vient de me traiter de vieux misérable, en allemand, devant moi, devant mon fils, devant sa famille. Il pense que je ne comprends pas. Il me sourit pendant qu'il dit ça. Mais ce qu'il ignore, c'est que j'ai vécu 8 ans à Berlin. Et ce soir, je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et laissez en commentaire d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter depuis le début. Je m'appelle Marcel. J'ai 69 ans, des cheveux gris que j'attache en queue de cheval simple, et des mains couvertes de cale, après des décennies à laver du linge, cuisiner, nettoyer. J'ai élevé 3 enfants seuls, après que ma femme Sophie est morte d'un cancer, quand le plus jeune avait 7 ans. J'ai vendu des plats cuisinés à domicile, repassé du linge pour les voisins, fait des ménages dans les maisons bourgeoises du 16e arrondissement. Je me levais à 5 heures du matin, je rentrais à 22 heures. Mes enfants, je les voyais grandir entre 2 quarts de travail. Mon fils aîné, Thomas, a été le seul à réussir ses études brillantes. Ingénieur diplômé de Centrale Paris, master en Allemagne, poste dans une multinationale. Il a rencontré Maximilien lors d'un séminaire à Berlin. Maximilien, fils unique d'entrepreneurs fortunés, appartement haussmannien dans le 7e, école internationale à Genève, vacances aux Maldives, tout ce que je n'ai jamais pu offrir à mes enfants. Quand Thomas me l'a présenté par visioconférence, j'ai tout de suite senti le fossé. Maximilien a été poli, froid, mais poli. Il m'a demandé comment j'allais avec le même ton qu'on utilise pour parler de la météo. Ses yeux ne souriaient pas. Ils se sont mariés à Paris, dans un château aux environs de Versailles. J'y suis allé avec un costume emprunté à mon voisin Bernard. Maximilien portait un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus que toutes mes économies. Au mariage, la famille de Maximilien m'a traité comme un figurant. Poignée de main rapide, sourire de façade, puis conversation en allemand entre eux. Toujours en allemand, comme un code secret dont j'étais exclu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je comprenais chaque mot. 6 mois après le mariage, première invitation à dîner chez eux. Maximilien m'a appelé mardi dernier. « Beau-père, nous aimerions vous recevoir samedi soir. Ma mère sera présente. Ce sera l'occasion de mieux vous connaître. » Le ton était chaleureux, mais quelque chose clochait. Une cordialité trop appuyée, artificielle. J'ai senti le piège, mais j'ai accepté. C'était mon fils, ma belle famille. Samedi soir, 18h30. Je suis parti de Montreuil, banlieue et de Paris. Métro ligne 9 jusqu'à République, changement ligne 12 jusqu'à Solferino, puis 15 minutes à pied, 1h40 de trajet. J'ai traversé le 7e arrondissement, ces rues impeccables, où même les arbres semblent plus beaux qu'ailleurs. Immeubles haussmanniens, façades en pierre de taille, portes cochères monumentales. Devant leur immeuble, le gardien m'a dévisagé de haut en bas. Chemise à carreaux du marché, pantalon en velours côtelé, veste élimée, chaussures rescapées. Je détonnais dans ce décor. « Vous venez pour… » Je suis invité par monsieur Maximilien Hoffmann au 5e étage. Il a froncé les sourcils, décroché son téléphone. « Il y a un monsieur ici qui prétend avoir été invité. » Un monsieur. Pas Marcel, pas le père de Thomas, un monsieur anonyme. Maximilien a autorisé. Le gardien m'a laissé entrer avec un regard méprisant. Dans l'ascenseur au miroir doré, j'ai vu mon reflet multiple. Un vieil homme simple, aux cheveux gris, aux vêtements modestes, aux mains abîmées par le travail. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de qui j'étais. La porte du 5e s'est ouverte avant que je ne sonne. Maximilien, impeccable dans son pantalon en lin beige et sa chemise blanche fraîchement repassée. Cheveux blonds parfaitement coiffés, sourire éclatant mais vide. « Beau-père, quel plaisir! Entrez, entrez !» L'appartement, 180 mètres carrés, parquet en chêne massif, moulures au plafond, fenêtres immenses donnant sur les Invalides.
mobilier design scandinave, œuvres d'art contemporain au mur, tout respirait l'argent. Dans le salon, sur un canapé blanc immaculé, Ingrid Hoffmann, 50 ans, blonde platine, silhouette sculptée par le sport et la chirurgie esthétique. Visage lisse, sans rides, presque artificiel, tailleur Chanel, escarpin Louboutin, collier de perles. Elle m'a regardé comme on regarde une tache sur un tapis précieux. « Guten Abend », a-t-elle dit sans daigner se lever. « Bonsoir, madame », j'ai répondu en français avec un sourire. Elle a échangé un regard entendu avec Maximilien. Un regard qui disait « Tu vois, je te l'avais dit, aucune classe ». Thomas est sorti de la cuisine, tablier autour de la taille, sourire radieux. « Papa !» Il m'a serré dans ses bras. « Ça fait tellement longtemps, comment tu vas ?»« Bien, mon fils, je suis venu te voir. » Mon Thomas. Même riche, même marié dans cette famille hautaine, il restait mon petit garçon. « Viens t'asseoir, le dîner est bientôt prêt. » Je me suis installé dans un fauteuil en cuir. Ingrid est restée sur son canapé, fixant son iPhone. Maximilien est retourné à la cuisine. Thomas a servi du vin dans des verres en cristal. « Papa, tu veux goûter ? C'est un Riesling d'Allemagne, excellent millésime. » « Non merci, mon fils. Un verre d'eau, c'est parfait. » Ingrid a murmuré quelque chose en allemand, trop bas pour que Thomas entende. Mais moi, j'ai entendu. « Kein Geschmack. » Aucun goût. J'ai serré les dents, souri, attendu. Le dîner a été servi sur la terrasse panoramique. Table dressée avec nappe en lin blanc, assiette en porcelaine de Limoges, couverts en argent massif, bouquet de pivoine au centre. Salade de roquette au copeaux de parmesan, risotto au cèpe, filet de dorade au beurre blanc, fromages affinés. Tout était parfait, photographique, mais sans âme. Thomas à ma gauche, Maximilien et Ingrid en face de moi. Je me sentais comme un intrus dans un tableau de famille. Thomas me parlait de son travail, me posait des questions sur mes autres fils, sur ma santé, sur la maison. Je répondais, essayant de participer. Mais Maximilien et Ingrid conversaient entre eux, en allemand, toujours en allemand. Au début, c'était anodin. Rénovation dans l'appartement, voyage prévu en Bavière, réception pour des clients. Puis, le ton a changé. Thomas s'est levé pour aller chercher le vin à la cuisine. Et c'est là qu'ils ont commencé. Maximilien, en découpant sa dorade avec précision chirurgicale, Sidiran, wie er sein Besteck hält, wie ein Bauer. Regarde comment il tient ses couverts, comme un paysan. Ingrid a ricané discrètement. Hat 3 Brötchen gegessen. Muss am Verhungern sein. Il a mangé 3 petits pains. Il doit mourir de faim. Maximilien. Schau dir seine Kleidung an, Mutter. Vom Flohmarkt, bestimmt. Regarde ses vêtements, maman. Du marché aux puces, certainement. Ingrid. Définitif. Man sieht es von weitem. Absolument, ça se voit de loin. Thomas est revenu, souriant, innocent, remplissant mon verre d'eau. Papa, tu veux reprendre de la dorade? Oui, merci mon fils, c'est délicieux. Maximilien a souri, puis a continué en allemand. Thomas merkt nicht, wie fehl am Platz hier ist. Thomas ne remarque pas à quel point il est déplacé ici. Ingrid, hat Mitleid mit ihm. Aber irgendwann wird verstehen, dass nicht in unsere Welt gehört. Il a pitié de lui, mais un jour, il comprendra qu'il n'appartient pas à notre monde. Maximilien a soupiré. Ich hab versucht, nett zu sein. Aber versteht keine Feinheiten. Sieh dir seine Haltung an. J'ai essayé d'être gentil, mais il ne comprend pas les subtilités. Regarde sa posture. Ingrid, en buvant son vin, armée alter elender Mann. Pauvre vieux misérable. À ces mots, quelque chose en moi s'est brisé, pas de tristesse, de la rage, froide, contrôlée, calculée. Parce que je ne suis pas un homme qui explose, je suis un homme qui observe, qui attend et qui frappe au moment parfait. Alors j'ai respiré profondément, bu une gorgée d'eau, continué à manger calmement,
Maximilien et Ingrid ont poursuivi leur massacre verbal, riant de ma pauvreté, de mon ignorance supposée, de mon inadéquation dans leur monde parfait. Thomas, complètement inconscient, m'a proposé du dessert. « Volontiers, mon fils. » Maximilien s'est levé pour aller le chercher. Ingrid a sorti son téléphone. Thomas est allé aux toilettes. J'étais seul à table, et j'ai décidé que le moment était venu. Maximilien est revenu avec un plateau de macarons Pierre Hermé. Il l'a posé sur la table avec un sourire condescendant. « J'espère que vous apprécierez, beau-père. Ce sont des macarons d'une excellente pâtisserie. » Ingrid, en allemand. « Ich bezweifle, dass weiß, was das ist. » Je doute qu'il sache ce que c'est. Maximilien a ri. Wahrscheinlich isst sonst nur Supermarktkekse. Il ne mange probablement que des biscuits de supermarché d'habitude. J'ai posé ma fourchette, les ai regardés droit dans les yeux, et j'ai dit, en allemand parfait, avec l'accent de Berlin que j'avais perfectionné pendant 8 ans. Ich weiß genau, was das ist. Und ich weiß auch, dass ihr beide den ganzen Abend damit verbracht habt, mich zu beleidigen. Je sais exactement ce que c'est. Et je sais aussi que vous avez tous les deux passé toute la soirée à m'insulter. Le silence a été absolu. Maximilien s'est figé. Macaron a mis chemin vers la table. Ingrid a lâché son téléphone qui a rebondi sur la nappe. J'ai continué, articulant chaque mot avec une précision glaciale. Ich hab jede Wort verstanden, jeu de Beleidigung, jeu de Lachen. J'ai compris chaque mot, chaque insulte, chaque rire. Maximilien est devenu livide. Beau-père, Ken Ausrede, Maximilien. Sie haben sehr deutlich gemacht, was Sie von mir denken. Pas d'excuses, Maximilien. Vous avez été très clair sur ce que vous pensez de moi. Ingrid a essayé d'intervenir, mais je l'ai coupé, en allemand toujours. Und Sie, Frau Hoffmann, haben mich einen elenden alten Mann genannt. Ich, der 3 Kinder allein großgezogen hat. Ich, der bis zum Umfallen gearbeitet hat, um ihnen Würde zu geben. Während Sie alles geerbt haben und nie einen Tag in Ihrem Leben gearbeitet haben. Et vous, Madame Hoffmann, vous m'avez traité de vieux misérable, moi qui ai élevé 3 enfants seuls, moi qui ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner de la dignité, alors que vous avez tout hérité et n'avez jamais travaillé un seul jour de votre vie. Thomas est revenu des toilettes à cet instant, figé dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé lentement, posant ma serviette sur la table avec une précision délibérée. Mon fils, ton mari et ta belle-mère ont passé toute la soirée à m'humilier en allemand, pensant que je ne comprenais pas. Thomas a regardé Maximilien, incrédule. « C'est vrai ?» Maximilien a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte sans qu'aucun son n'en sorte. « Maximilien, réponds-moi, c'est vrai ?» Le silence de Maximilien valait tous les aveux. Thomas m'a regardé. Dans ses yeux, pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. De la honte. Pas de moi. 2. J'ai ramassé mon sac, regardé Maximilien une dernière fois. Je suis venu ce soir parce que vous êtes le mari de mon fils. Mais après ce que j'ai entendu, vous n'êtes plus rien pour moi. J'ai regardé Ingrid. Et vous non plus. Puis Thomas. Mon fils, j'espère qu'un jour tu ouvriras les yeux sur le genre de personne avec qui tu partages ta vie. Et je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai tremblé. Pas de peur, de libération. J'avais passé toute ma vie à me faire petit, à accepter l'humiliation, à subir le mépris des riches, parce que j'étais pauvre. Mais ce soir, j'avais dit stop. Dans le hall, le gardien m'a regardé différemment. Il avait dû entendre les éclats de voix. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne m'a frappé le visage. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Retour à Montreuil. 1h40 de trajet dans le métro bondé du samedi soir, assis près de la vitre, regardant Paris défiler.
J'ai repensé à Berlin. Laissez-moi vous raconter Berlin. En 2006, ma sœur Céline a été diagnostiquée d'un cancer du sein agressif. Stade 4. Les médecins français lui donnaient 6 mois, mais Céline avait une amie allemande, Greta, qui vivait à Berlin et travaillait à la Charité, l'un des meilleurs hôpitaux d'Europe. Elle a réussi à l'inclure dans un protocole expérimental de recherche médicale, gratuit, mais il fallait rester sur place pendant toute la durée du traitement. Céline avait 42 ans, 2 enfants en bas âge, un mari routier toujours sur les routes. Elle ne pouvait pas y aller seule. J'avais 47 ans. Thomas venait d'entrer à l'université. Mes 2 autres fils travaillaient déjà. Sophie était morte 5 ans plus tôt. J'étais libre. Alors, j'ai tout laissé. Ma maison, mes petits boulots, ma routine. J'ai vidé mon compte en banque, 3 000 €, et je suis parti avec Céline pour Berlin, janvier 2006. Un froid à fendre les os. Moins 15 degrés. Neige partout. Une ville grise où je ne comprenais pas un mot. On a loué un minuscule studio à Neukölln, quartier populaire de Berlin. 35 mètres carrés, 5e étage sans ascenseur, chauffage défaillant, salle de bain commune sur le palier. Greta nous a payé le 1er mois. Après, on devait se débrouiller. Le traitement de Céline a commencé. Chimiothérapie lourde, radiothérapie, opération. Elle passait des jours entiers à l'hôpital, vomissant, pleurant, perdant ses cheveux, perdant espoir. Moi, je restais avec elle. Je tenais sa main pendant les perfusions. Je nettoyais quand elle était trop faible pour aller aux toilettes. Je la portais quand elle ne pouvait plus marcher, et entre 2 séances, je travaillais. J'ai commencé par nettoyer les cages d'escalier, 5 € par cage. Je montais et descendais 6 étages. Frottant les marches, lavant les rampes, les mains crevassées par le froid et les produits d'entretien. Puis j'ai trouvé un emploi dans une blanchisserie industrielle. 10 heures debout, à repasser des draps d'hôtel. Chaleur étouffante l'été, dos en feu, mains brûlées par les fers. Ensuite, homme de ménage chez des familles bourgeoises de Charlottenburg. Je nettoyais leurs toilettes en marbre, aspirais leurs tapis persans, lavais leurs immenses baies vitrées donnant sur la sprée. Et à chaque endroit, j'écoutais, j'observais, j'apprenais. Au début, l'allemand était un mur infranchissable. Les mots passaient à côté de moi comme du vent, mais je devais comprendre pour acheter à manger, prendre le métro, parler au médecin de Céline. Alors j'ai acheté un dictionnaire français-allemand d'occasion. J'ai commencé un cahier où je notais chaque mot nouveau. Le soir, quand Céline dormait, j'étudiais. Je répétais les phrases à voix basse dans la salle de bain commune. Guten Tag. Bonjour. Wie geht es Ihnen? Comment allez-vous? Ich brauche Hilfe. J'ai besoin d'aide. 6 mois plus tard, je pouvais tenir des conversations simples. 1 an plus tard, je comprenais presque tout. 2 ans plus tard, j'étais fluent. 8 ans plus tard, l'allemand était devenu ma seconde langue. Mais Berlin ne m'a pas seulement appris l'allemand. Berlin m'a appris que la pauvreté a le même visage partout, que les riches humilient les pauvres de la même manière dans tous les pays. Seul l'accent change. Berlin m'a appris qu'un homme immigré, pauvre et vieux est invisible. Personne ne vous voit, personne ne vous écoute. Vous êtes juste la main qui nettoie, la main qui sert. Et Berlin m'a appris que cette invisibilité peut être une arme. Parce que quand personne ne vous voit, personne ne se soucie de ce que vous entendez. J'ai travaillé chez une famille richissime de Charlottenburg. Lui, cadre dirigeant dans une banque. Elle, sans profession, vie mondaine. 2 enfants adolescents dans un lycée international. Il parlait devant moi comme si j'étais un meuble. Discussions sur l'argent, sur des affaires extra-conjugales, sur des magouilles fiscales. Tout en allemand, persuadé que le vieux français qui nettoyait leur sol ne comprenait rien. Mais je comprenais, et j'enregistrais. Un jour, Frau Schneider m'a accusé d'avoir volé un collier de perles. Elle a dit que j'étais le seul à avoir accès à sa chambre. Elle a menacé d'appeler la police. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai dit
en allemand parfait. Frau Schneider, je n'ai rien volé, mais je sais que vous avez vendu ce collier pour payer les dettes de votre amant. J'ai entendu la conversation téléphonique la semaine dernière. Elle s'est pétrifiée. Je peux partir maintenant sans problème, ou vous m'accusez et je raconte tout à votre mari. Elle m'a payé le mois complet et ne m'a plus jamais adressé la parole. Céline a guéri, 5 ans de traitement acharné, mais elle a vaincu le cancer. En 2014, nous sommes rentrés en France. Elle est retournée auprès de ses enfants, de son mari, de sa vie. Moi, je suis revenu à ma petite maison de Montreuil. À mes enfants désormais adultes, à ma routine d'avant. Personne ne m'a jamais demandé comment s'était passé Berlin. Personne n'a voulu savoir ce que j'avais vécu là-bas. Pour eux, j'étais juste parti m'occuper de ma sœur. Point final. Alors je n'ai rien raconté. J'ai gardé Berlin en moi comme un secret, une partie de ma vie que personne ne connaissait. Jusqu'à ce soir, 23h15, retour chez moi. 3 pièces exiguës, murs décrépits, odeur de renfermé. Mais chez moi. Je me suis assis sur mon vieux canapé défoncé. J'ai enlevé mes chaussures. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Le téléphone a sonné. Thomas. Papa. Sa voix était rauque, brisée. Oui, mon fils. Je dois te parler. Je t'écoute. Soupir à l'autre bout du fil. Maximilien pleure depuis que tu es parti. Il dit que tu l'as humilié devant sa mère. J'ai ri. Amèrement. Je l'ai humilié? Papa, il est effondré. Il dit que tu as parlé allemand de nulle part, que tu... Thomas, j'ai coupé, voix ferme. Assieds-toi et écoute-moi bien. Silence. Ton mari et ta belle-mère ont passé toute la soirée à m'insulter. Ils m'ont traité de vieux misérable. Ils ont ri de mes vêtements, de ma façon de tenir mes couverts. Ils ont dit que je n'avais aucune classe. Tout ça devant moi, en allemand, persuadé que je ne comprenais pas. Papa, mais tu ne nous as jamais dit que tu parlais allemand. Thomas, tu sais parfaitement que j'ai vécu 8 ans à Berlin. 8 ans à m'occuper de ta tante Céline pendant son cancer. Je t'appelais toutes les semaines de là-bas. Tu crois que je suis resté 8 ans dans un pays sans en apprendre la langue? Silence. J'ai travaillé là-bas, mon fils, comme homme de ménage, comme repasseur, à nettoyer les maisons de riches Allemands. J'ai appris l'allemand parce que j'avais besoin de survivre. Seulement, tu ne t'es jamais intéressé à me poser la question. Tu n'as jamais voulu savoir ce que j'avais vécu, ce que j'avais traversé. Papa, je pensais que tu restais juste à l'hôpital avec tante Céline. Tu pensais, parce que c'était plus confortable de penser que de demander. Long silence. J'entendais sa respiration tremblante. Thomas, je n'ai humilié personne. Je me suis défendu. Et si ton mari pleure, ce n'est pas parce que j'ai été injuste, c'est parce qu'il a été pris la main dans le sac. Papa, il dit que c'était juste de l'humour. De l'humour? Me traiter de misérable, c'est de l'humour? Pas de réponse. Mon fils, je t'ai élevé pour être un homme juste, pour respecter les autres, et surtout pour respecter celui qui t'a donné la vie. Si tu ne vois pas ce que ton mari a fait de mal, alors j'ai échoué dans ton éducation. Papa, ne dis pas ça. Bonne nuit, Thomas. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de nouveau envers mon fils. De la déception. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans mon lit, fixant le plafond fissuré, repassant tout dans ma tête, le dîner, les insultes, mon allemand, leur visage décomposé. Le lendemain matin, 10 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Marcel, voix de femme, éduquée, contrôlée. Qui est-ce? Ingrid Hoffmann. J'ai failli raccrocher. Qu'est-ce que vous voulez? Nous devons parler. Je n'ai rien à vous dire. Je sais. Mais moi, j'ai besoin de vous parler. En personne. Je peux venir chez vous? J'ai ri. Vous ne savez même pas où j'habite. Si, Thomas m'a donné l'adresse. Évidemment, j'ai hésité.
Une partie de moi voulait lui raccrocher au nez. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu à Berlin, était curieuse. D'accord, venez. J'ai donné l'adresse. Raccrochez. Si Ingrid Hoffmann voulait venir jusqu'à Montreuil pour me parler, j'allais la recevoir, sur mon territoire. 1 heure plus tard, une Mercedes noire s'est garée devant ma maison. Ingrid en est descendue, regardant autour d'elle avec une expression mêlant peur et dégoût. Rue pavée abîmée, HLM grisâtre, enfants jouant au foot, linge séchant aux fenêtres, chiens errants. Elle a sonné, j'ai ouvert. Tailleur Hermès, sac Chanel, lunettes de soleil Dior. Mais son visage, derrière le maquillage parfait, était fatigué. Marcel, Madame Hoffmann, entrez. Elle est entrée lentement, balayant du regard mon intérieur. Meubles dépareillés, sol en lino usé, murs défraîchis. Asseyez-vous, je vais faire du café. Je suis revenu avec 2 tasses et une assiette de madeleine du supermarché. Nous nous sommes assis face à face. Alors, que voulez-vous? Elle a respiré profondément. Je suis venu vous présenter mes excuses. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Ce que j'ai fait hier soir était horrible, inexcusable, et je n'ai aucune justification. En effet, elle a baissé les yeux. Je pensais que vous ne compreniez pas l'allemand. Mais ça ne rend pas mes paroles moins graves. Je vous ai insulté, humilié, et j'en ai profondément honte. Vous devriez. Silence. Elle a pris la tasse, mais n'a pas bu. Marcel, je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. Pas besoin. Si, pour moi, j'ai soupiré. Alors expliquez. Et là, elle a dit quelque chose qui a tout changé. Ingrid a serré sa tasse entre ses mains tremblantes. Mon vrai nom n'est pas Ingrid Hoffmann, c'est Ingrid da Silva. J'ai froncé les sourcils. Comment? Je suis né ici, Marcel, à Montreuil, dans une cité à 2 kilomètres d'ici. Le silence qui s'est installé était pesant. Mon père était ouvrier dans une usine textile. Ma mère faisait des ménages. Nous vivions à 6 dans un F3. On comptait chaque euro, vêtements de seconde main, vacances inexistantes. J'allais à l'école publique du quartier. Elle a marqué une pause, les yeux humides. À 19 ans, j'ai rencontré Klaus Hoffmann, un Allemand en mission professionnelle à Paris, ingénieur dans une multinationale, riche, beau, raffiné. Il m'a vu à un arrêt de bus et m'a demandé son chemin. On a commencé à discuter. Il s'est intéressé à moi. Elle m'a enfin regardé. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener en Allemagne, que j'aurais une belle vie, que je ne manquerais plus jamais de rien. Et vous avez accepté. J'ai accepté parce que j'avais honte, Marcel. Honte d'être pauvre. Honte de vivre à Montreuil. Honte de ma famille. Elle a détourné le regard. Je l'ai épousée. Je suis parti en Allemagne. J'ai changé mon nom sur les papiers. J'ai inventé une histoire, une famille de classe moyenne à Lyon, une enfance confortable. J'ai coupé les ponts avec mes parents, mes frères, tout le monde qui me connaissait. Vous avez abandonné votre famille? Oui, parce qu'ils étaient la preuve de ce que j'étais vraiment, et je ne voulais plus jamais être cette fille pauvre de Montreuil. Elle a bu une gorgée de café. Sa main tremblait. Klaus n'a jamais su la vérité. Sa famille n'a jamais su. Maximilien a grandi en pensant que sa mère était une Française issue d'une bonne famille, tombée amoureuse d'un Allemand. Il n'a aucune idée d'où je viens vraiment. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Quand Klaus est mort il y a 5 ans, j'ai tout hérité, l'entreprise, le patrimoine, les propriétés. Je suis devenu Ingrid Hoffmann pour de bon, riche, respectée, puissante. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Et puis j'ai fait votre connaissance. Ingrid a reposé sa tasse.
Quand Thomas vous a présenté à nous, quand je vous ai vu, j'ai vu mon père, Marcel, j'ai vu l'homme que j'avais abandonné, j'ai vu la vie que j'avais rejetée. Alors vous m'avez détesté. Non, j'ai eu peur de vous. Elle a fermé les yeux. Peur que quelqu'un vous regarde, puis me regarde, et fasse le lien. Peur qu'on réalise que nous venions du même endroit, que j'avais été comme vous. C'est pour ça que vous m'avez humilié. Oui, parce que si je vous rabaissais suffisamment bas, si je vous mettais dans une position tellement inférieure que personne ne pourrait nous comparer, alors j'étais en sécurité. Mon secret était en sécurité. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient remplis de larmes. Mais hier soir, quand vous avez répondu en allemand, quand vous nous avez affrontés, j'ai réalisé que vous n'êtes pas ce que je pensais. Vous êtes plus fort que je ne l'ai jamais été. Parce que vous n'avez jamais eu honte de qui vous êtes. J'ai bu mon café, laissé le silence peser. Ingrid, je comprends pourquoi vous avez fait ça, mais comprendre n'est pas excuser. Je sais. Vous ne m'avez pas blessé parce que je suis pauvre. Vous m'avez blessé parce que vous avez honte de l'avoir été. Elle a hoché la tête, essuyant une larme. Et savez-vous ce qui est pire? Maximilien devient comme moi. Il a appris à mépriser les pauvres parce que je le lui ai enseigné. Sans même savoir qu'il méprise sa propre grand-mère. Cette dernière phrase m'a frappé en pleine poitrine. Vos parents sont encore en vie? Elle a secoué la tête. Ma mère est morte il y a 10 ans. Mon père il y a 3 ans. Il savait où vous étiez? Oui. Mon frère cadet m'a retrouvé sur Facebook il y a des années. Il m'a envoyé un message pour me dire que maman était malade. Il demandait de l'aide pour payer le traitement. Et vous? Je l'ai bloqué. Le silence est revenu plus lourd cette fois. Marcel, je ne suis pas venu pour que vous me pardonniez. Je suis venu parce que j'avais besoin que vous sachiez. Je ne suis pas méchante. Je suis lâche, égoïste, pleine de honte. Je sais que vous n'êtes pas méchante, Ingrid. Mais vous êtes brisée, et vous avez brisé votre fils aussi. Elle a couvert son visage de ses mains. Je ne sais pas comment réparer ça. Commencez par dire la vérité à Maximilien. Ingrid a relevé la tête, les yeux écarquillés. Je ne peux pas. Vous pouvez, et vous devez. Parce que tant qu'il ne saura pas d'où vous venez, il continuera à mépriser des gens comme moi, des gens comme vous étiez. Il va me détester. Peut-être, ou peut-être qu'il vous comprendra. Mais dans tous les cas, il a besoin de savoir. Ingrid m'a fixé longuement. Elle avait l'air d'une enfant perdue. Vous me pardonnez, Marcel? J'ai respiré profondément. Je ne sais pas encore, Ingrid, mais je respecte votre courage d'être venue ici dire la vérité. Elle a hoché la tête, s'est levée, a pris son sac. Merci de m'avoir reçu. De rien. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est arrêtée, s'est retournée. Votre maison est belle, Marcel. Simple, mais elle respire la vie, l'histoire. La mienne n'est remplie que de meubles chers et de silence. Elle est partie. Je suis resté dans mon salon, regardant sa tasse vide sur la table, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié, pas pour moi, pour elle. 2 heures plus tard, le téléphone a sonné. Thomas. Papa. Oui, mon fils. Maximilien veut te parler. J'ai fermé les yeux. Passe-le-moi. Bruit du téléphone changeant de main. Puis, la voix de Maximilien. Différente, sans cette assurance habituelle. Marcel. Oui. Ma mère m'a tout raconté. Silence. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec vous aujourd'hui, et elle m'a parlé de son passé. Ah, je ne savais pas. Sa voix tremblait. Je ne savais pas que ma mère, que ma famille. Je sais que vous ne saviez pas, mais ça ne vous excuse pas. Je sais. Je vous ai très mal traité parce que je pensais être supérieur à vous. Et je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Je l'ai entendu pleurer doucement.
Marcel, j'ai été horrible avec vous, et je ne peux pas effacer ça, mais je voulais vous présenter mes excuses. Sincèrement. Je suis resté silencieux, réfléchissant. Maximilien, j'accepte vos excuses, mais vous devez comprendre quelque chose. Quoi? Les excuses n'effacent pas ce qui a été fait. Vous m'avez humilié, manqué de respect, et vous l'avez fait en pensant que je ne découvrirais jamais. Ça en dit long sur qui vous êtes. Je sais, mais ça dit aussi que vous pouvez changer, si vous le voulez vraiment. Il a reniflé. Je veux, je vous le jure. Alors changez. Pas pour moi, pour vous. Parce que ce mépris que vous ressentez pour les autres, c'est au fond du mépris pour vous-même. Comment ça? Vous comprendrez avec le temps. Je l'ai entendu respirer profondément. Marcel, je peux venir vous voir demain? Je voudrais vous connaître vraiment. J'ai souri. Vous pouvez venir. Mais venez seul. Et venez préparer à manger simple. Il a ri tout en pleurant encore. J'y serai. Merci. À demain, Maximilien. J'ai raccroché. Me suis assis sur le canapé. Et regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait. La rue était pleine de gens rentrant du travail, d'enfants jouant, de vie en mouvement. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas gagné une guerre. Je n'avais détruit personne. J'avais fait quelque chose de bien plus puissant. Je m'étais tenu debout. Entier. Et dans le processus, j'avais peut-être aidé 2 personnes à se retrouver. Maximilien est apparu le lendemain à 10 heures du matin. Il est venu en métro. Pas en voiture avec chauffeur, pas en taxi. Il portait un jean et un pull simple. Cheveux détachés, pas coiffés. Pas de parfum de luxe. Il avait l'air plus jeune, plus léger. « Bonjour Marcel. Bonjour Maximilien. Entre. » Il est entré, regardant autour de lui. Mais cette fois, son regard n'était pas méprisant. Il était curieux. « Votre maison est chaleureuse. Elle est petite, mais c'est chez moi. C'est plus une maison que mon appartement ne le sera jamais. Chez moi, ce n'est qu'un bel espace, sans âme. » Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai fait du café frais, tartines grillées, beurre, confiture de fraises maison. Maximilien a mangé lentement, savourant. C'est délicieux. Recette de ma femme. Il a souri, puis est devenu sérieux. Marcel, j'ai passé la nuit à réfléchir. À ma mère. À moi. À vous. Et qu'avez-vous conclu? Que je suis un imbécile. J'ai ri. Vous n'êtes pas un imbécile. Vous êtes immature. C'est différent. J'ai été élevé en pensant que l'argent me rendait meilleur que les autres. Ma mère l'a toujours dit, sans le dire explicitement. Vous savez ces choses qu'on apprend en observant, pas en écoutant? Je sais. Mais hier, elle m'a avoué qu'elle avait aussi été pauvre, qu'elle venait d'une famille simple, qu'elle avait changé de nom pour cacher ça. Maximilien m'a regardé, et j'ai réalisé que je fais exactement la même chose qu'elle. Mépriser les gens pour me sentir mieux. Sauf que je ne me sens pas mieux. Je me sens vide. C'est parce que vous construisez votre identité sur du mensonge. Il a baissé les yeux. Marcel, comment faites-vous pour être aussi entier? J'ai souri. Je ne suis pas entier, Maximilien. Je suis plein de fissures. Mais j'accepte ces fissures parce que ce sont elles qui m'ont rendu fort. Je veux être comme ça. Alors, arrêtez de prétendre être ce que vous n'êtes pas et commencez à construire qui vous voulez être. Il a hoché la tête. Nous avons parlé toute la matinée, de la vie, de la famille, des attentes et des déceptions, et pour la première fois j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'humanité. Quand il est parti, il était déjà tard. Thomas a appelé le soir. « Papa, Maximilien est rentré et n'arrête pas de me raconter votre conversation. Il est différent, plus léger. »« Tant mieux, mon fils. »« Papa, je dois aussi te présenter mes excuses. »« Pourquoi ?
pour ne pas t'avoir défendu ce soir-là, pour ne pas avoir remarqué ce qui se passait, pour t'avoir appelé en te demandant des comptes au lieu de te soutenir. J'ai senti ma gorge se serrer. Thomas, tu es mon fils et je t'aime. Mais tu dois apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme tu veux qu'elles soient. Je sais, papa, et je vais apprendre, je te le promets. Silence. Papa? Oui. Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai souri. Mon fils, je ne t'abandonnerai jamais, même quand tu ne le mérites pas. Il a ri. Je t'aime, papa. Moi aussi. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi en paix. 3 mois plus tard. 3 mois se sont écoulés depuis cette soirée, depuis que j'ai répondu en allemand et vu le monde de Maximilien et Ingrid s'effondrer. Et en 3 mois, beaucoup de choses ont changé. Premier changement, Maximilien. Il a commencé à venir me voir toutes les semaines, seul, simple. Jean, pull, cheveux détachés, pas de maquillage social. Les premières visites, il restait silencieux, observait, m'aidait en cuisine, faisait la vaisselle, balayait, des choses qu'il n'avait jamais faites de sa vie. « Marcel, je ne sais même pas faire cuire un œuf correctement », m'a-t-il avoué un jour en riant de lui-même. « Alors apprends, viens ici. » Je lui ai appris à faire du riz, des pâtes, un steak aux oignons, de la purée, des choses simples que tout homme devrait savoir faire, non par obligation, mais par autonomie. Il a brûlé le riz 3 fois, mais la 4e, il a réussi. Et son sourire quand il a goûté le riz qu'il avait cuisiné lui-même était la chose la plus authentique que j'ai vue chez lui. J'ai réussi. Tu as réussi. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as eu la patience et l'humilité de recommencer. Il m'a serré dans ses bras, et pour la première fois, cette étreinte n'était pas protocolaire, elle était vraie. Deuxième changement, Thomas. Mon fils a commencé à venir me chercher pour déjeuner toutes les 2 semaines. Pas dans des restaurants gastronomiques, dans des bistrots, des boulangeries, des endroits simples où on pouvait parler vraiment. Lors d'un de ces déjeuners, il m'a demandé « Papa, pourquoi tu ne nous as jamais raconté comment c'était à Berlin ?» J'ai bu une gorgée de bière, parce que vous n'avez jamais demandé, Thomas, et parce que je pensais que ça ne vous intéressait pas. Il est resté silencieux. Puis a dit « Raconte-moi maintenant ». Et je lui ai raconté. Les hivers glaciaux. Le travail éreintant, l'apprentissage de l'allemand seul, m'occuper de Céline pendant qu'elle dépérissait, les humiliations dans les maisons des riches, la solitude. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a essuyé ses yeux discrètement. « Papa, je suis désolé. J'aurais dû demander, j'aurais dû m'intéresser. Maintenant tu sais. Maintenant je sais. Et je ne cesserai jamais de demander. » Il a pris ma main par-dessus la table. « Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. » Je ne suis pas fort, mon fils. Je fais juste ce qui doit être fait. C'est exactement ça qui te rend fort. Troisième changement. Ingrid. Elle ne m'a plus rendu visite après ce jour. Mais elle m'appelait 1 fois par semaine. Conversation courte. Sur rien et sur tout. Lors d'un de ses appels, elle m'a confié « Marcel, je suis retourné à Montreuil la semaine dernière. »« Ah oui? »« Oui. Je suis retourné dans la rue où j'ai grandi. La maison est toujours là, délabrée. Une autre famille y habite maintenant. Et comment tu t'es senti? Triste. Et en colère contre moi-même. J'ai gaspillé tellement de temps à fuir quelque chose qui faisait partie de moi. Il n'est jamais trop tard pour revenir, Ingrid. Mon frère habite toujours dans la région. Je l'ai retrouvé sur Facebook. Tu vas lui parler? Je lui ai déjà parlé. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. On va se voir la semaine prochaine. J'ai souri. C'est bien? Marcel, merci. De quoi? De m'avoir rappelé qui je suis. Quatrième changement. Et peut-être le plus important.
Un samedi après-midi, Maximilien et Thomas sont apparus à ma porte avec une proposition. « Papa, nous voulons organiser un déjeuner ici, avec tout le monde. »« Tout le monde? Qui? Toi, moi, Maximilien, Ingrid et la famille d'Ingrid. » Je me suis arrêté net. Sa famille? Maximilien a hoché la tête. Ma mère a retrouvé son frère et ses neveux. Et elle veut me les présenter, mais elle a peur de le faire seule. Elle veut que ce soit ici. Elle a dit que c'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité pour faire ça. J'ai regardé les deux, mon fils, mon gendre. D'accord, on le fait. Le déjeuner a été fixé au dimanche suivant. J'ai passé toute la semaine à cuisiner. Bœuf bourguignon, gratin dauphinois, haricots verts, salade, baguette, tarte aux pommes. Maximilien est venu m'aider, Thomas aussi. Nous avons cuisiné ensemble, ri, parlé, la cuisine pleine de vapeur, de bruit, de vie. Le dimanche, 11h, ils ont commencé à arriver. Ingrid est arrivée en première, nerveuse, habillée simplement pour la première fois depuis que je la connaissais. Jean, chemisier blanc, pas de bijoux, pas de talons, elle semblait être quelqu'un d'autre. « Marcel, merci d'accepter de faire ça ici. C'est moi qui te remercie de me faire confiance. » Elle a souri, un sourire tremblant, mêlant peur et espoir. Une demi-heure plus tard, son frère est arrivé avec sa famille. Marc, environ 45 ans, cheveux grisonnants, vêtements simples, mécanicien. Sa femme Sophie, aide-soignante. Leurs deux fils, la vingtaine, étudiants boursiers. Quand Ingrid a vu son frère, elle s'est figée. Lui aussi. Ils sont restés face à face pendant des secondes qui ont semblé durer des heures. Puis Marc a fait un pas en avant. « Salut, sœurette !» Ingrid a fondu en larmes. « Salut, Marc !» Il a ouvert les bras. Elle s'y est jetée et a pleuré. Pleuré des années de honte, de culpabilité, de manque. « Pardon !» répétait-elle entre deux sanglots. « Pardon, pardon. Je sais, sœurette, je sais. » Maximilien assistait à tout, yeux écarquillés, comprenant pour la première fois qui était vraiment sa mère. Nous avons tous déjeuné ensemble dans mon petit salon, autour de ma table étroite, assis sur des chaises dépareillées et des tabourets improvisés. Et ce fut le plus beau repas qui ait jamais eu lieu dans cette maison. Marc a raconté des histoires de leur enfance, quand ils étaient le gamin et jouaient dans la rue, quand leur père rentrait de l'usine et rapportait du pain rassis pour qu'ils le mangent avec de la margarine. Ingrid riait et pleurait en même temps. Maximilien écoutait tout en silence, absorbant, apprenant. Les neveux, Julien et Antoine, ont sympathisé avec Thomas. Ils ont parlé travail, université, rêve. Sophie m'a aidé à servir. Nous avons discuté de nos enfants, de la difficulté de les élever seuls, de la force qu'on trouve quand on pense ne plus en avoir. Et j'ai regardé autour de moi, cette table pleine, ces personnes si différentes, si inégales, si humaines, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de la joie. À la fin du repas, Ingrid a demandé la parole. Je voudrais remercier Marcel d'avoir ouvert sa maison aujourd'hui. Et de m'avoir appris que la maison, ce n'est pas la taille, c'est qui est à l'intérieur. Elle a regardé Marc. Et je veux m'excuser auprès de toi, de tes enfants, de maman et papa qui ne sont plus là pour m'entendre. Elle a respiré profondément. J'ai passé 30 ans à vous fuir parce que j'avais honte de qui j'étais, mais j'ai découvert que la honte n'était pas d'être pauvre, c'était d'avoir tourné le dos à ceux qui m'aimaient. Marc a serré sa main. Tout ce qu'on voulait, c'était te retrouver. Maintenant, vous m'avez... Maximilien a essuyé ses larmes. Grand-père Marcel, a-t-il dit en me regardant. Merci de m'avoir montré ce qui compte vraiment. Je ne t'ai rien montré, Maximilien. Tu l'as découvert tout seul. Il a secoué la tête. Non, c'était vous. Quand vous vous êtes défendu ce soir-là, vous m'avez montré que la dignité n'a rien à voir avec l'argent. C'est une question de vérité. Après le départ de tout le monde, il était tard. J'étais en train de faire la vaisselle quand Thomas est apparu dans la cuisine. « Laisse, papa, je m'en occupe. »
Ce n'est pas nécessaire, mon fils. Je sais, mais j'en ai envie. Il a pris l'éponge, commencé à laver. Papa, je réfléchissais. Maximilien et moi, nous voulons déménager. Je me suis arrêté de sécher l'assiette. Déménager? Oui, dans un endroit plus simple, plus près de toi. Thomas? Nous ne voulons plus vivre dans cette bulle, papa. Nous voulons vivre vraiment, avec de vraies personnes. J'ai souri. Alors vivez, mon fils. Il a terminé de laver la dernière casserole. S'est séché les mains. Papa, tu crois qu'on peut recommencer? Moi, toi et Maximilien? On a déjà commencé, Thomas. Il m'a serré dans ses bras. Et dans cette étreinte, j'ai senti le petit garçon qu'il avait toujours été, le fils que j'avais élevé, l'homme qu'il devenait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond fissuré de ma maison, j'ai repensé à tout. Tout avait commencé par une humiliation autour d'une table parfaite, et s'était terminé par la reconstruction d'une famille autour d'une table en formica usée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, pas celle des tribunaux, pas celle des cris, celle de la vérité. Et j'ai réalisé que ce soir-là, quand j'avais répondu en allemand, je n'avais détruit personne. J'avais réveillé tout le monde, y compris moi-même. Épilogue, 2 mois plus tard. Thomas et Maximilien ont déménagé dans un appartement simple à 200 mètres de chez moi. Maximilien a commencé à donner des cours de langue aux enfants du quartier, gratuitement. Thomas a réduit son temps de travail pour vivre plus. Ingrid a vendu son appartement haussmannien et acheté une maison plus petite. Elle fréquente maintenant le quartier où elle a grandi. Elle a aidé son frère à agrandir son garage. Et moi, je suis resté dans ma petite maison, avec mes vieux meubles, ma routine simple. Mais maintenant, chaque semaine, ma table se remplit de gens, de nourriture, d'histoires, de rires, d'amour. Parce qu'au final, j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'un appartement dans le 7e arrondissement. J'avais juste besoin d'être vu, respecté, aimé comme je l'ai toujours mérité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre que la dignité n'a pas de prix. On se retrouve dans la prochaine histoire.
And all the loot. Yeah, it's everywhere. Oh my god. Oh Oh, shit. that's a big dude. Yep. Are we meant to fight him? Probably not. Okay. We might be going to Dead Island, I don't really know yet. Any 20k damage broomsticks in the chat? You've become such a big troll. What does that even mean? She's saying random numbers because people keep coming into the chat and saying, I have a 70k weapon, I have a 10k weapon, I have a this k weapon. She's never played this game, I don't think. No. I think it's the other one. Unless there's... No, what the fuck? Oh, look. Search the container. Holy shit, he just destroyed me. Oh, fuck you. What would you? Is that about the large volatile thing? Let's just watch it. Do you see the video link? Yeah. Just click it. Have a look. Oh, this might have been later in the quest, maybe. Because we didn't see any of this. Actually, yeah, don't watch any more of it. Okay. I think that might be later in the quest. Shall I buy Dying Light or Part 2? Both, man. They're both very good games. Very, very good games. Welcome to the stream, by the way, dude. Hmm? This dude hit me. They're both definitely as good as each other. Well, kind of. I feel like this one has a lot of better aspects, and the other one has good ones too. Oh shit. Oh, there it is. At the bottom. Oh, I'm dead. Gotcha. Okay. Fucking hell. Those things are fucking annoying. That's what killed me too. Yeah. Great. Nothing. Now we're gonna do the other one. But yeah, definitely play both. They are very much worth playing, man. I promise you. I'm not usually one to recommend $90 price tag games, but Dying Light 2 is worth the price tag. I will say though that it doesn't have an audio bug, that if you're playing with friends, they won't be able to play with you after you finish the game, man. Because the audio is completely broken, they haven't patched it yet, so the only thing I can do is really wait for them to patch that.